La Seconde Guerre mondiale connut parmi les batailles les plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité. Mais elle regorge aussi de petites histoires souvent incroyables, et c'est l'une d'entre elles dont nous allons parler aujourd'hui. Les spécialistes de l'aviation militaire de l'époque la connaissent sûrement déjà, puisque je vais vous conter celle du sergent Nicholas Alkmaar. Alkmaar est né le 10 décembre 1922 en Grande-Bretagne. Il n'a donc que 16 ans au moment où débute le conflit. Néanmoins, il s'engage dès l'année suivante auprès du 115e escadron de la Royal Air Force et, suite à une formation accélérée comme la plupart des jeunes recrues de son âge, pour d'évidentes raisons, il participe à la bataille d'Angleterre où il se distingue suffisamment pour être promu sergent. Nous sommes désormais au printemps 1944. Les Alliés repoussent peu à peu l'armée allemande et Alkmaar participe régulièrement à des raids aériens au-dessus de Berlin. Plus exactement, il est mitrailleur de queue dans un bombardier à longue portée de type Avro Lancaster. Il est nécessaire de donner quelques précisions sur la configuration de ce type d'appareil afin de bien comprendre la suite de l'histoire. La tourelle qu'il occupe à l'arrière est à la fois très étroite et inconfortable, mais également très exposée. Les avions ennemis tentant avant tout de détruire cette partie de l'engin, la seule qui soit dangereuse pour eux. Il doit donc être aux affûts en permanence afin de pouvoir être le premier à tirer au cas où. Il y a tellement peu de place que le tireur est obligé d'accrocher son parachute sur les flancs de la carlingue, trop loin pour être à portée de main. En cette nuit du 23 au 24 mars 1944, où la température est glaciale, le S-4 Sugar, nom donné au Lancaster, part en compagnie de 300 autres appareils pour faire tomber quelques 5 tonnes de bombes au-dessus de la capitale ennemie. Alkmaar, lui, en est à son 13e bombardement, mais il n'est pas superstitieux. Peut-être aurait-il dû l'être. L'allée se passe sans encombre, les différents membres d'équipage se permettent même quelques plaisanteries. Mais Alkmaar pense également à Pearl, sa fiancée, avec qui il doit se marier une fois cette affreuse guerre terminée, et qu'il est censé revoir dans quelques jours lors de sa prochaine permission. Finalement, la flotte arrive à destination et commence ce qu'elle a à faire. La mission s'achève sans problème majeur, et le capitaine donne alors l'ordre du retour. Malheureusement, c'est à ce moment-là qu'une centaine d'avions allemands font leur apparition dans le ciel et s'en prennent à l'escadron britannique. Alkmaar va défendre les siens à l'aide de sa K2 mitrailleuse. Soudain, une violente explosion touche le Lancaster, dont une partie du fuselage se voit déchirée. La tourelle reçoit elle aussi des impacts de balles, mais par chance, Alkmaar n'est pas touché. Le jeune homme peut alors voir son assaillant à une cinquantaine de mètres de lui, qui s'apprête à donner le coup final. Sachant que c'est sa dernière chance, il est plus rapide à tirer et parvient à toucher le moteur de son adversaire, qui est forcé d'abandonner immédiatement le combat. Le sergent n'aura pas le temps de profiter de sa victoire. Il entend en effet son capitaine hurler à tous ses hommes de prendre leur parachute et de sauter. L'avion est la proie des flammes et n'est plus sauvable. Ouvrant la porte arrière de sa tourelle à toute vitesse, il se rend compte avec terreur que son parachute est déjà en train de brûler. Nicholas Alkmaar est perdu. Il doit prendre une décision immédiate. Ou bien il périt par le feu, ou alors il se jette dans le vide à presque 6000 mètres de hauteur. Sans parachute. Néanmoins, il parvient à garder un minimum son calme et décide qu'une mort à l'extérieur devrait être bien moins pénible. Aussi, après avoir hésité à peine un instant, il fait le grand saut. Regardant le ciel étoilé au-dessus de lui, il peut voir son avion en flammes tomber à pic. Ses camarades ont-ils réussi à s'en sortir ? Il l'ignore, et de toute façon, qu'est-ce que cela pourrait bien changer pour lui ? Mais malgré la situation, il se sent relativement apaisé, comme étant porté par les nuages. Il fait extrêmement froid, bien sûr, mais ce n'est pas à proprement parler douloureux. Asphyxié par le manque d'oxygène, il commence à perdre conscience. À quoi peut-il bien penser à ce moment-là ? On dit qu'au moment de mourir, un individu revoit toute sa vie en accéléré. Peut-être est-ce le cas ici. Mais sans doute que sa dernière pensée sera pour Pearl. Encore une jeune femme qui sera veuve avant même son mariage. Quelle connerie que la guerre, vraiment. Transi par le froid et ne parvenant plus à respirer, Alkmaar finit par tomber dans un noir total. Dans quelques instants, il aura rejoint tous ses compagnons tombés au combat. Permettons-nous une toute petite digression. D'après des études scientifiques, il a été calculé qu'un homme de 85 kg tombant à 6000 mètres atteint la vitesse de 175 km/h au bout de 14 secondes de chute, cette dernière devant durer approximativement 1 minute et demie avant l'impact. Autant dire qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Et pourtant...
À son grand étonnement, Altman ouvre les yeux. Visiblement, il n'est pas dans l'autre monde, la douleur qu'il ressent à la jambe droite lui confirmant qu'il possède bien toujours son corps physique. Il peut apercevoir le ciel illuminé par les étoiles au-dessus de lui, entre les branches de sapins enneigés. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il a survécu par un invraisemblable concours de circonstances. Peu avant de toucher le sol, il fut en effet ralenti d'abord par les épais branchages de hauts sapins, puis par une relative importante couche de neige au-dessous. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il est à peine blessé. Alors, bien entendu, il n'est pas dans une forme olympique, mais au final, il souffre seulement de quelques ecchymoses, de légères brûlures, et surtout sa jambe droite cassée. Mais bref, rien qui ne pourrait guérir rapidement. Le miraculé regarde alors sa montre, qui indique 3h10 du matin. Il est donc resté inconscient très peu de temps. Mais, et maintenant? Il est dans l'incapacité de se déplacer, mais il ne va pas se laisser mourir de froid ici après un tel exploit. Toutefois, il se sait en plein territoire ennemi, et les probabilités qu'un des siens vienne le secourir sont pour ainsi dire nulles. Il sort alors un sifflet de sa poche et appelle à l'aide. C'est sa seule chance. Et en effet, des soldats allemands qui patrouillaient dans les environs le trouvent ici, couché sur la neige. Il essaye de leur expliquer qu'il est tombé du ciel, mais les Allemands, qui ne trouvent nulle part de parachute, le prennent pour un espion. Ils le remettent debout de force, mais Alkmaar repère à leur connaissance à cause de la douleur. Les soldats le traînent sans ménagement jusqu'au camp le plus proche, où il est dans un premier temps confié aux soins d'un médecin, à qui il raconte son aventure. Ce dernier n'en croit évidemment pas un traître mot. Personne n'aurait pu survivre à une telle chute sans parachute. Ou bien le choc l'a rendu fou, ou c'est un mythomane, ou, plus vraisemblable, il s'agit d'un espion. Une fois rétabli, il est transféré dans un camp de prisonniers à Francfort, où il est torturé par la Gestapo. Pourtant, il maintient envers et contre tout la réalité de son histoire, et ses compagnons de captivité refusant eux aussi de le croire. Il risquait gros, pour parler plus franchement, le peloton d'exécution, s'il continue à persister dans ses déclarations. Finalement, il parvient à convaincre le lieutenant Hans Feidal, de la Luftwaffe, de se rendre sur les lieux du crash de son appareil, afin de voir si des restes du parachute avaient subsisté, ce qui attesterait de la véracité de ses dires. Et en effet, non seulement l'avion, ou plutôt ce qu'il en reste, est retrouvé, mais également une partie du parachute portant son numéro de matricule, le même qui était inscrit sur la veste qu'il avait au moment de sa découverte. Tout le monde est alors bien obligé de le croire. À la fin de la guerre, ses compagnons de cellule signeront une lettre à ce sujet. Alkmaar revient en Angleterre en mai 1945, après un peu plus d'un an de captivité. Il donne une conférence de presse à Londres où il raconte son ahurissante aventure. Le jeune homme faisait partie de ces individus dont la grande faucheuse ne voulait visiblement pas avant terme. Car l'histoire ne s'arrête pas là. Figurez-vous qu'ensuite, il connaîtra 4 accidents graves qui à chaque fois auraient pu lui coûter la vie. Travaillant dans une usine de produits chimiques, la première fois, une poutre d'acier de 100 kg lui tombe sur la tête, ne provoquant qu'une blessure superficielle. La deuxième, il reçoit des projections d'acide sulfurique, mais s'en sort encore indemne. La troisième fois, c'est une électrocution. Et enfin, la dernière, il chute dans un bassin de chlore, dont il ressort là encore sans séquelles majeures. Finalement, il décédera tranquillement le 22 juin 1987, à l'âge de 63 ans.